Et bonjour et bienvenue à Colonia. Voilà, regardez, le site c'est juste derrière nous. On va pouvoir en profiter et en longeant un petit peu une partie du site archéologique, on va pouvoir un petit peu refaire l'histoire de ce lieu. Voilà, en observant, en attendant les bateaux qui font route au moteur et qui viennent de longer toute la côte, toute la zone interdite. Là, ils viennent de faire tout le long. Et je me demandais s'ils étaient à plus ou moins 300 mètres. J'imagine que les bouées sont à pile 300 mètres, voire un peu plus pour celle-ci. Celle-ci est bien plus proche. Voilà, écoutez, on a eu aussi le gars qui surveillait le camp qui est venu me voir gentiment, qui m'a dit bonjour, on peut pas venir ici, vous n'avez pas le droit. Et puis au bout de 5 minutes, vous discutez avec lui, et puis après, il vous dit ah bah c'est super, vous venez d'où, nanana, ok, super. À bientôt. C'est ça aussi l'Italie, c'est que en fait ils viennent ils surveillent, ils viennent vous voir, ils voient que vous avez une bonne tête et que vous n'êtes pas bien méchant, et du coup ils vous laissent sans souci profiter, etc. Bon, de toute façon c'est ce que j'avais vu avec le musée au préalable, mais bon, on imagine bien que cet endroit c'est pas non plus le meilleur. Voilà, il m'a juste dit d'être prudent. Et voilà, écoutez, aujourd'hui on se retrouve à Colonia. Colonia qui, comme d'habitude, fait partie de la Magna Grecia, encore une fois, la Grande Grèce, avec toutes ces polices qui sont venues s'installer petit à petit le long de la mer Ionienne, puis après en Sicile, et puis après même dans toute la mer Méditerranée. Voilà, Colonia n'en a pas fait exception, à savoir qu'elle était notamment une ville un petit peu frontalière au niveau des litiges, etc., entre la ville de Locri, qu'on a vu précédemment, et celle de Crotone, qui est juste un peu plus loin. Donc forcément, il y a pu avoir lieu des litiges, sachant que ceux qui ont construit, le peuple grec, toujours entre guillemets, hein, puisque la Grèce, c'était pas vraiment comme on l'imagine aujourd'hui, elle n'est pas unifiée comme on peut l'imaginer aujourd'hui. Mais en tout cas, les colons qui venaient de Grèce, entre guillemets, ils venaient de EUBA, EB en français je pense, qui est encore une fois, comme pour Locri, la grande île qui se trouve juste au nord d'Athènes, une énorme île très proche du continent. Voilà. Donc c'est toujours de cet endroit-là que les bateaux sont venus, etc., pour un petit peu coloniser les lieux, notamment pour aller acquérir de nouvelles richesses, notamment minières, hein, puisque ici il y a pas mal que ce soit la Sicile ou la Calabre, il y avait pas mal de points intéressants au niveau de tout ce qui est minerai, hein, puisqu'on va voir ensemble que là c'est vraiment le début de l'âge archaïque, l'âge de cuivre, puis l'âge de bronze, etc. Donc on est en plein là-dedans, et forcément il va falloir des ressources. Certaines ressources qui à la base étaient l'humain passait devant sans y prêter attention, bah, d'un coup certaines régions vont devenir plus importantes, intéressantes, etc. Voilà, donc on parle toujours toujours de la même époque au niveau de donc moins 700, moins 800, etc. Par contre, en moins 400, on sait qu'il y a eu une grande quand même restructuration, hein, dans la ville, etc. Ça a été quand même, c'est devenu un petit peu plus prestigieux, un peu plus rangé, ordonné, etc. À partir de moins 400, quand Syracuse, le tyran de Syracuse, Dionysos I, a pris possession de la ville. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui on voit un petit peu la Platea, hein, qui est toujours cette grande route qui traversait le centre-ville, hein. On voit qu'elle est juste là au niveau de la barrière, et ici on va voir qu'il y a des petites cases. Je pense que c'est la Casa del Drago qui doit être juste là. Est-ce qu'on voit le dragon sur les panneaux? Non, on voit pas. Mais en tout cas, on va voir que dans ces différentes... c'était ordonné de façon très, très réfléchie, hein. Il y avait des endroits spécifiques pour les hommes, des endroits spécifiques pour les femmes, il y avait des endroits spécifiques pour tout ce qui est artisanat, il y avait des endroits spécifiques pour les réceptions, il y avait des endroits spécifiques pour l'hygiène, etc., etc., etc.
Au niveau de l'artisanat, forcément, il y a beaucoup de céramique, beaucoup de poterie, qui était un des moyens de commerce les plus appréciés, en tout cas dans le bassin méditerranéen, parce que les poteries grecques étaient sublimes, mais sans parler d'art et de commerce, etc., c'était surtout très utile pour le quotidien, que ce soit pour manger, que ce soit également pour tout ce qui est rituel funéraire, etc. Pareil, c'était vu qu'au tout début, l'homme a commencé à d'abord enterrer ses morts dans le sol du salon, hein. C'était comme ça que ça se faisait, dans la maison. En tout cas, il y a une maison en tout cas attribuée à cela, dans laquelle étaient enterrés les morts. Après, on va voir que avec ça, on parle du début de la sédentarisation, hein, puisqu'avant de cela, l'homme est nomade. Il y avait déjà des premières sépultures, entre guillemets, mais étant nomade, c'était quand même très différent. Les premières vraies les nécropoles, on les trouve au moment où l'homme commence vraiment à se sédentariser. Et forcément, ça commence à prendre de la place, etc., etc. Donc il y a beaucoup de rituels de la crémation qui vont être utilisés pour que ça finisse dans des petites amphores et que ça prenne moins de place, notamment. Voilà. Et qui plus est, c'était aussi plus sain. Ça, ils le savaient pas forcément, mais ils s'en sont peut-être un peu rendus compte. Mais c'était quand même plus sain. Voilà. J'ai quand même lu sur un des panneaux que les Grecs savaient. J'ai vu que les Grecs, ils enterraient leurs morts à l'extérieur de l'enceinte de la ville. Vous voyez, à l'extérieur du mur de la ville. Donc il y avait quand même une petite évolution par rapport à quand on les enterrait dans notre propre salon, quoi, qui était quand même assez particulier. Aujourd'hui, on l'imagine, c'est un peu particulier. Donc voilà, au niveau on a bien sûr des nécropoles, des sépultures. C'est très intéressant pour les archéologues à chaque fois ces sépultures-là, parce que c'est là où on retrouve beaucoup d'objets, on va retrouver beaucoup de... Attends, je vais là. Ouais, comme ça vous avez une belle vue. Donc on va retrouver beaucoup d'objets et de valeurs, etc. Et pourquoi? Parce que à l'époque, on sait pas, moi je sais pas en tout cas qu'est-ce qu'ils avaient en tête. Oh regardez, ils se sont posés, ils se sont mis à l'encre. Et du coup, je ne savais pas, on ne sait pas trop ce qu'ils avaient en tête, mais en tout cas, il y a toujours certains petits objets très spécifiques au rite funèbre avec ou funéraire, rite funéraire, avec des petites huiles, des petits onguents, etc., etc. Mais c'est surtout, au final, on se retrouve avec des fois de la vaisselle ou des choses vraiment un peu utiles du quotidien. C'était pas forcément des objets d'art ou des objets précieux. Évidemment, plus on avance dans le temps, plus il y a d'objets précieux, des bijoux, des choses comme ça, etc. Mais plus on recule dans le temps, plus c'est des choses très basiques, hein. Ça peut être une petite tasse, des petites choses pour justement un peu se débrouiller, pouvoir ne pas arriver les mains vides dans le monde de l'au-delà. Un petit peu, c'est un peu ça l'idée, j'imagine. Et on peut voir aussi pour les enfants des toutes petites vaisselles, etc. Comme si c'était prêt à l'emploi, comprenez? C'est ça qui est très bizarre, c'est qu'on retrouve vraiment des choses qui sont pas forcément des choses sentimentales, mais qui sont des objets très utiles du quotidien pour justement que la personne, une fois dans l'au-delà, puisse avoir sa petite tasse pour boire, en fait. Voilà, c'est vraiment très archaïque et c'est comme ça qu'ils voyaient la chose au début. Et petit à petit, ça a été quand même des choses de plus en plus précieuses, avec des bijoux, avec des parures, etc., etc. Voilà, bah écoutez, ça c'était un petit peu pour tout ce qui est sépulture, etc. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des constructions des maisons? Comme vous le voyez, les murs en dessous, bon là c'est tout rénové, etc., hein, évidemment. Enfin, je sais pas si c'est restauré, mais en tout cas c'est tout bien fouillé, tout nickel, etc. Vous voyez que les murs, il manque pas une brique, elles sont nickel, elles sont impeccables. Mais pourquoi elles vont pas plus haut, hein? Pourquoi les murs ces murs-là vont
font à chaque fois pas plus d'1 mètre, etc. Il y a une vraie raison à cela. C'est parce que tout simplement les murs s'arrêtaient là et qu'après ils continuent avec d'autres matériaux. Voilà. C'est vrai que les matériaux qui vieillissent le moins bien, ceux qu'on voit jamais, c'est le bois et justement un petit peu certaines terres cuites, etc. Parce que c'était pas vraiment de la terre cuite, mais c'était de la terre séchée. Voilà. Ils faisaient des briques. Ils faisaient des briques de terre séchées et non pas des briques de terre cuite, contrairement à ce qu'on peut voir après avec les Romains et ces fameuses briques bien toutes plates, là, bien rouges, couleur justement brique. Que ça, c'est de la terre cuite. Du coup, chaque brique a été cuite pour qu'elle se durcisse et qu'elle dure beaucoup plus longtemps. Et là, pour le coup, après, ça dure des milliers d'années. D'accord? La terre cuite, ça dure des milliers d'années. La terre séchée, on voit jamais de briques de terre séchée, donc j'imagine que ça se conserve beaucoup moins bien. Hein, on voit jamais de toiture en bois non plus, donc ça se conserve moins bien. Par contre, comme je vous dis, c'était souvent de la brique séchée pour les murs. La toiture, c'était souvent une charpente en bois. Mais pour le toit, vu qu'ils maîtrisaient parfaitement la céramique et donc la terre cuite, ils faisaient déjà des tuiles pour justement, parce que c'était plus costaud pour les intempéries, c'était plus costaud c'était plus costaud dans le temps, etc. Donc vraiment ils mettaient quand même voilà, ils avaient réussi à se faire des tuiles un petit peu comme on a aujourd'hui, quoi, tout simplement, hein, qui étaient très semblables à celles qu'on a aujourd'hui, qui s'empilaient les unes sur les autres, qui faisaient en sorte que l'eau ruisselle, etc. Et donc c'est vraiment on n'a rien inventé aujourd'hui avec nos tuiles d'aujourd'hui, hein. On n'a rien révolutionné du moins. Voilà pour les constructions des bâtiments. Donc c'est quand même assez intéressant de se dire qu'au final, si vous voulez construire une maison, c'est comme les 3 petits cochons, quoi. C'est un peu la même histoire. L'histoire retient que si vous voulez construire une maison, il vaut mieux faire tout de en bas jusqu'en haut en pierre. Ça tient mieux quand même dans le temps. Voilà. Si vous voulez faire une maison qui tienne dans le temps, évidemment, hein. On verra ce que nos maisons en béton armé deviendront dans des milliers d'années, mais bon, il est possible que malheureusement ça tienne. Voilà. Que dire d'autre? Que je réfléchisse un petit peu. J'ai pas parlé des banquets, je pense qu'on finira par ça. J'ai pris des petites photos, j'ai pas parlé de... Attendez, je regarde mes petites photos de mon musée. Voir si j'ai pas oublié des choses. On va aller se balader, on va aller voir le temple. On va retourner au temple. Hop. Donc vous voyez, le site, ils sont en train de tout le moderniser, mettre la lumière, etc. Il y a carrément les panneaux solaires, blablabla. Donc voilà, c'est en cours. Nous, on est trop précurseurs, on est trop en avance. On est trop impatient et du coup on arrive un petit peu trop tôt. Alors, ça c'est mes magnifiques photos depuis au-dessus de l'autoroute. Voilà, donc on voit exactement, voilà, il y a un magnifique fronton de tout le temple, hein, qu'on voit là, avec les têtes de lion, des belles têtes de lion en guise de gouttière, comme je vous en ai déjà montré, etc. En tout cas expliqué, parce que je sais pas si vous en avez vu, mais il y en a dans tous les musées. Bon, le dragon qui est magnifique. Alors là, ça parle de quoi? Ah là, c'est justement le festin. Ici, ça parle de quoi? Le symposium, c'est ça, justement. Donc ça, on lira après. Voilà, alors les maisons étaient faites de matériaux, je traduis de l'anglais, hein, de matériaux. Je vais vous mettre un point de vue quand même. Voilà. Donc, vous voyez bien, les maisons étaient faites de matériaux pauvres, comme de la boue, des briques de boue séchées. Voilà, les briques n'étaient pas cuites dans des fourneaux, mais simplement séchées au soleil. Seulement les toits, ça c'est tout ce que je vous ai lu en fait. Ça c'est sur la maison, je vous ai déjà tout dit. Voilà, évidemment, donc le sol c'était de la terre battue, quoi. Et après, évidemment, dans certaines maisons un peu plus riches, il y avait de la mosaïque au sol. Il y avait des petites fresques sur les murs, etc., etc. Donc c'est un petit peu plus travaillé. Voilà, ça c'est les bassines
je peux pas vous le montrer malheureusement, mais c'est les bassines du terme hellénistique. Donc c'est vraiment, vous imaginez, 7 baignoires comme ça, les unes à côté des autres, comme un cadran horaire. Ah oui, il y a un magnifique, il y a une plaque en bronze dont ils ont réussi à récupérer pas mal de fragments et dont ils ont réussi à décrypter ce qu'il y avait écrit dessus, hein. Donc c'est pas évident, mais elle est plutôt en bon état pour une plaque de bronze. Que le bronze, on sait que si vous voulez faire des trucs en métaux qui tiennent dans le temps, ne faites surtout pas du bronze. Ne faites surtout pas du bronze, faites de l'or d'ailleurs, hein, parce que les bijoux en or c'est assez impressionnant, vu que tous les bijoux qu'on voit etc en bronze, ils sont toujours éclatés, rouillés, oxydés, ils ont gonflé, ils ont pris 10 fois leur volume à chaque fois. Et les bijoux en or, ils sont tels quels, on dirait qu'ils viennent de sortir de l'atelier, quoi. C'est vraiment impressionnant à quel point l'or ne bouge pas dans le temps, hein, il est réputé pour ça. Mais c'est flagrant quand on arrive dans un musée qu'on voit un bijou en or d'il y a 2000 ans et un bijou en bronze d'il y a 2500 ans, on voit très vite la différence. Voilà, il y a de la triglyphe et du métope, ça c'est bon, il y a des petites pointes de flèche. Ah voilà, il y a ça aussi. Comme la production de la poix. Alors, est-ce que j'arriverai à vous le traduire de l'italien? Hein, et la nota antiquita per la la production de la poix comme en utilisant il pigno il vecchio, ok, il procedimento precedeva l'utilizzo di due cadoi. Donc il y avait deux amphores, une supérieure, une inférieure, un petit peu comme des amphores quoi, coupés en deux, des grands cônes en terre cuite. À l'intérieur il mettait des petites rames de pain résineux, donc il sait pas lequel. En tout cas, il mettait des petites branchettes de pain résineux. Et puis après, il mettait feu. La chaleur venait de l'extérieur, avec l'ascension du feu qui faisait fondre la résine, transformant la transformant en poix et en la récupérant dans le fond de la cadosse inférieure, donc de l'amphore inférieur. Donc deux amphores, deux cônes, paf, l'un sur l'autre. À l'intérieur, vous mettez des brindilles de bois, de résineux. Vous faites cuire de l'extérieur, vous attendez que ça fonde, et une fois que ça fond à l'intérieur, mais il y en avait des litres, hein, c'était des litres, et alors ça se fait pas en une fois j'imagine, mais en tout cas on voyait c'est très goudronneux, hein, la poix j'imagine c'est l'ancien goudron entre guillemets, c'est ce qui permettait de calfeutrer et de faire j'imagine étanchéité. C'est très visqueux etc. Et ils en avaient des vases pleins quoi. On a retrouvé des vases sous l'eau, c'est quand même fou quoi, c'est quand même fou. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'était après. Bah c'est tout. C'est tout. Bon, le musée était pas bien grand, mais il était joli, très bien écrit. Pour une fois, les explications, elles étaient bien, ça parlait un peu de tout. Ouais, là j'ai les photos le truc de la résine, c'est magnifique. Les colonnes qu'ils ont trouvées au fond de l'eau, gisant au fond de l'eau sur le sable, tirées avec un vulgaire tracteur depuis le large à l'époque. Et voilà, on va lire un petit peu, on va se finir avec le grand banquet, le symposium. Le symposium était un événement pour hommes uniquement. Attendez, on va avancer un petit peu, changer le point de vue. On va aller se mettre devant le temple de Zeus, rien que ça. D'ailleurs, la petite plaque en bronze dont je vous parlais, retrouvée en plein de fragments et dont on a réussi à tout reconstituer le puzzle, il y a écrit notamment à plusieurs fois Zeus. Ça parle aussi de Aphrodite et de Artémis et Apollon. Bon, si on voulait vraiment rentrer, on pourrait rentrer par là, hein, mais on va pas le faire.
évidemment. Voilà, regardez, on est au pied du temple de Zeus et on va lire un petit peu le symposium. Voilà, je vous invite à faire des symposiums aussi chez vous, ça détend. Alors, c'était un événement pour les hommes uniquement et les seules femmes qui étaient présentes étaient des musiciennes, des danseuses ou des courtisanes. Il y avait, je vous traduis de l'anglais, hein, je vous le traduis en direct. Alors, it was seen as a moment. Ah oui, c'était le moment, si vous voulez, de soulagement des problèmes du quotidien, etc. C'était le moment où de relaxation, où on buvait, etc., où on s'empiffrait, voilà. On engageait la conversation, on écoutait de la musique, on jouait à des jeux, on prenait part à des activités érotiques. Voilà, la pratique The practice was the prerogative of the aristocrat class. Donc c'était notamment le truc de la vie aristocratique, hein. C'était pas pour tout le monde, les banquets, les symposiums. Before... Attendez, qu'est-ce qu'il me fait? Alors, before the symposium, ablution for purification were carried out... Alors, avant le symposium, parce que d'abord il bouffait, hein. Le symposium c'est la deuxième partie, d'abord il bouffe. On le verra après. Donc il faisait des ablutions, je sais pas ce que c'est ablution, pour la purification qui était amenée et libérée en honneur du dieu, quoi. Bon, d'abord ils faisaient, bien sûr, ils honoraient leur dieu, quoi. Après, les invités mettaient leur couronne sur la tête et pointé le symposiarque. Le symposiarque, ou le roi du banquet, qui décidait en quelle proportion, écoutez bien, le vin allait être mélangé avec l'eau. Et oui, parce qu'ils ne buvaient pas du vin pur. Parce qu'à l'époque, j'imagine que leur vinasse écrasée au pied de... écrasé à même le pied, ça devait pas être non plus quelque chose qui devait être très bon pur. Bon, certains ne devaient pas s'en priver, j'imagine, hein, mais apparemment, on le diluait dans l'eau, quoi. Et pour savoir à quel point il allait être fort ou pas, il était qualitatif ou pas, et ben c'était le chef du banquet qui choisissait s'il voulait vraiment le noyer dans de l'eau ou pas, quoi. Et combien de coupes seront bues et les activités qui seront mises en place, etc. Il y a un chef de soirée, quoi. Donc le vin n'était jamais bu pur et jamais avec des verres ou des gobelets. À la place, c'était des coupes qui étaient utilisées. Donc le fameux calice, une coupe large et élégante. Voilà, le vin a été apporté dans des jolis jarres comme ça, etc. Mais il venait de base du cratère, ils appellent ça. Et en fait, c'était un autre contenant beaucoup plus gros, celui-là, et dans lequel apparemment on y plaçait, écoutez bien, de la neige ou de la glace. Bon, j'ai demandé au gars du musée, il n'a pas su me répondre comment il faisait pour trouver de la neige ou de la glace. Évidemment, il y a 2500 ans, l'eau n'était pas là, mais il y avait aussi pas la même température. L'eau douce était plus abondante, les rivières étaient bien plus élevées et volumineuses que ce qu'elles sont aujourd'hui, où c'est des petits ruisseaux asséchés. Donc il faut bien se remettre dans le contexte, c'était pas comme aujourd'hui. Maintenant, quoi qu'il arrive, en été, de la neige, je sais pas comment ils font. Donc ça, j'ai pas eu ma réponse malheureusement quand je lui ai demandé après.
Voilà, donc, durant le symposium, il était coutume pour les invités de chanter pendant qu'il y avait de la musique, quoi, d'accompagner la musique avec des chants. Le propriétaire pouvait aussi amuser des invités avec des musiciens, des acteurs, des clowns ou des jongleurs. Le symposium était donc un moment pour les invités de prendre part à des séductions érotiques de courtisanes, mais aussi de jeunes garçons. C'est une autre époque. Donc une autre source d'entraînement. Ah oui, et aussi il y avait pas d'entraînement, une autre source de divertissement, c'était de jouer au jeu. Le plus connu était Cotabos. Ah oui, excellent. Donc le jeu le plus divertissant à l'époque, écoutez bien, c'était le Cotabos. Ne jouez pas au Cotabos chez vous. Durant lequel les concurrents avaient comme but de se jeter du vin. Ah non, pour viser avec du vin une cible. Je crois que c'était de jeter du vin à la gueule. Donc je sais pas si c'était les uns sur les autres, mais en tout cas, ils visaient avec une coupe. Comme ça, ils jetaient le vin et il fallait que le vin tombe sur le target, quoi, sur la cible. Quand même particulier comme jeu. Voilà, qu'est-ce que là ça dit? Les Grecs célébraient des occasions spéciales comme des mariages ou des funérailles en organisant des banquets dans leur maison. C'est drôle parce que c'est des traditions qu'on fait encore en Italie aujourd'hui, certains trucs comme ça. Sans les sans les orgies et tout, je vous rassure. Voilà, c'était le moment pour affirmer leur statut aristocratique. C'était aussi le moment de bouffer. Le banquet was to age. Donc il y a le déhypnon. Déhypnon, c'est pour manger. Et après, suivi par le symposion. Là, c'est pour... Ça veut dire boire ensemble. Ça veut tout dire. Quand les invités arrivent, ils sont reçus par les servants, sont invités à enlever leurs chaussures et à laver leurs pieds. Ah oui, carrément. Les invités étaient ensuite escortés à la dining room, donc à l'andron, donc la salle pour manger, et invités à se mettre en position semi-allongée, position inclinae, entre le banc et le lit. C'est des trucs entre le banc et le lit au niveau de la taille, la longueur. En gros, c'est un banc très large. Il faisait 1,80 m de long et 80 cm de large. Ça, je me rappelle, je l'ai lu au musée. Et donc, en fait, c'est des espèces de gros bancs et sur lesquels pouvaient se mettre entre 7 à 9 personnes, voire 11 à certains moments. Donc, ils se mettaient tous ensemble et ils se mettaient tous assis sur le banc, quoi. Après avoir lavé leurs mains, ils mangeaient de la nourriture qui était déjà coupée, pré-coupée. Une tablette. Donc dans les plats qui étaient dans leurs assiettes en face d'eux. Ils mangeaient avec leurs mains et les nettoyaient avec des bouts de pain qui étaient après jetés sur le sol avec les restes du plat, quoi. C'est-à-dire que ça bouffait la viande à pleine main, ça s'essuyait vite fait sur le pain et hop, ça balançait le pain par-dessus l'épaule par terre, quoi. Ah ouais, c'était bien des gros dégueulasses. Voilà comment c'était, quoi. En fait, c'était pas des gros dégueulasses parce que eux, quand même, ils se lavaient les pieds avant et ils se lavaient les mains, donc c'est quand même déjà le top. Donc commençant à la période hellénistique. Donc la période hellénistique, c'est
c'est vraiment la fin, c'est genre, c'est juste avant l'Antiquité, quoi. C'est vraiment 400, de 400 à moins, de moins 400 à moins 500, à moins 50, je crois. Ce cours, Alexandre le Grand devient plus les chefs grecs étaient des maîtres de l'art culinaire. Voilà, là, gourmet, notamment dans le livre, on a retrouvé le livre de Archerasto de Gela, le seul endroit où j'ai pas pu aller en Italie, en Sicile malheureusement, qui était un écrivain, auteur connu pour qui décrivait la gastronomie, etc. Dans le 4e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, qui confirme l'expansion de la cuisine, de lavish cuisine, je sais pas ce que ça veut dire lavish en anglais, L-A-V-I-S-H. Au moins pour la haute classe, les gens mangeaient des fruits secs, des fruits séchés, des desserts, des gâteaux salés, du fromage durant le symposium dans le but de stimuler leur désir de boire et de les permettre de boire plus. C'était quand même une beuverie, quoi, le concept de base. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est déjà sympa. Malheureusement, en fait, qu'est-ce qui nous manque? Rien, en vrai de vrai. Puisque on a pu faire tout le musée. Et là, on a vu un peu tout le site archéologique. On ne s'est pas approché de très près. Mais en fait, ce qui est intéressant ici, à Colonia, je me rends compte, c'est parce que le musée est vraiment bien fait pour qu'on comprenne exactement ce qu'on va voir après, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de venir visiter le musée, se découvrir un petit peu tout ce que je vous ai lu, hein. C'est en italien ou en anglais, hein, il n'y a pas de français. Après, il y a des QR codes et tout, donc ça se trouve, vous pouvez peut-être trouver des trucs sur tablette, etc. Et tout écrit en français, etc. Tout traduit. Mais bon, voilà, moi je me suis imprégné de ça et je vous le traduis comme ça en live. J'ai pris quelques photos histoire de me rappeler de 2-3 trucs. Et voilà. Voilà, en tout cas, c'est vrai que l'endroit est sympa et je pense qu'il y a encore tout à faire, quoi. C'est ça aussi, c'est-à-dire que quand on voit, j'ai pris la photo des murs de la cité, ça va jusqu'au centre-ville là-bas, hein. C'est-à-dire que là, sous les maisons que vous voyez là-bas, on est encore dans le mur d'enceinte. D'ailleurs, oui, là, on est à peu près au milieu, c'est ça. Le musée est tout là-bas au bout du champ. Et c'est un peu le début de la muraille. Là, c'est le milieu. Et donc, vous pouvez encore faire la même distance du champ qu'on a vu tout là-bas, pour avoir la deuxième muraille. Donc, il y a énormément, là, les gens qui sont qui habitent dans cette maison, ils sont peut-être au-dessus d'un temple, quoi. Ils vivent peut-être au-dessus de temples ou de choses incroyables comme ça. Mais bon, de toute façon, avant de commencer à attaquer chez eux, ils ont déjà tout le champ à attaquer et puis tout le reste, donc c'est vraiment passionnant. En vrai, je commence pas mal à comprendre un petit peu le raisonnement des Grecs au niveau de remplacement pour leur colonie, et au final c'est pas très je dis ça, attention, je vais garder un petit peu d'humilité quand même, mais l'idée c'est que comment expliquer ça, le schéma de comment ils choisissent leur... bon, même si c'était la Pythie de Delphes, hein, qui leur disait... Ça, elle est pas mal celle-là encore. Parce que c'est la Pythie de Delphes, mais ils savaient exactement ce qu'ils voulaient pas, où ils allaient se mettre, etc. Et donc ce qu'ils voulaient déjà, bon, c'est avoir accès à la mer, forcément. C'était très souvent proche de la mer, grande majorité du temps. Si ce n'est la quasi-totalité du temps de la Grande Grèce, c'était à chaque fois au bord de la mer, très proche de la mer. Et donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils voulaient pas être sur du plat, parce que sur du plat au bord de la mer, le problème c'est que les envahisseurs, on les voit pas venir, on les voit pas arriver, et quand on les voit, c'est déjà trop tard, on n'a pas le temps de se mettre en place. Donc il leur fallait toujours une acropole. Tiens, qu'est-ce qu'on voit là-haut? Une acropole, c'est bizarre. Après, bon, le terrain a pu aussi un peu évoluer, etc. Mais finalement, on se rend compte qu'en 2500 ans, ça a drastiquement pas évolué, quoi. Les gros changements, il y en a eu, mais c'était avant cette période-là. Donc au final,
À part un peu le niveau de la mer et certains 2-3 trucs et la météo au global. Mais sinon, au niveau vraiment le littoral en soi, il n'a pas vraiment énormément évolué. Vous voyez la batterie, juste quand même. Oula, elle fait la gueule là. J'espère que c'est que la... Putain, j'espère que c'est que la GoPro, que l'écran, qui a eu un peu chaud. Bon, bref. On continue. Je disais donc qu'au final, souvent, il leur fallait donc un littoral pour pouvoir faire des échanges facilement en bateau, une hauteur pour surplomber, un endroit surplombant pour pouvoir voir les ennemis arriver de plus loin, et le top du top du top. Et si vous trouvez ça, vous avez de grandes chances, si vous grattez un peu en dessous de la terre, de trouver quelque chose. C'est entre deux cours d'eau. Et bah pourquoi? Parce que comme ça, ils étaient naturellement protégés en fait de partout. Donc évidemment, des cours d'eau, ça fait aussi de l'eau douce qui arrive. Hein, c'est jamais, ils en avaient jamais assez de l'eau douce, j'imagine à cette époque-là, que ça devait être très compliqué de maintenir toujours avoir de l'eau toute l'année. Ça devait être pour eux très compliqué. Donc le fait d'avoir de l'eau douce déjà, ça permet un peu d'aider pour l'irrigation et des choses comme ça. Et puis après, en plus de ça, un cours d'eau c'est plus difficile à franchir qu'une plaine, une vaste plaine. Et donc ils se protégeaient aussi comme ça de tout ce qu'ils pouvaient naturellement. Donc une acropole, 2 petits cours d'eau et la mer. Et ça leur faisait un carré qu'ils allaient délimiter avec une énorme muraille, une énorme forteresse qui allait faire tout le tour, une énorme muraille avec les gros blocs comme on a vu à Lockery, hein, des blocs qui faisaient 1 mètre sur 60, sur 80, des trucs immenses. Hein. Chaque bloc faisait ça, il y en avait sur des kilomètres et des kilomètres. Et après à l'intérieur c'est parti, on envoie les temples doriques comme vous avez pu voir là. On commençait par faire une forge qui servait justement à faire les outils, etc. pour pouvoir aussi construire la ville et construire le temple. Donc il y avait la forge, il y avait tout ce qui était les moulins, les trucs comme ça pour moudre le grain pour nourrir tout le monde avec du pain. Et puis après il fallait qu'ils se lavent, donc on faisait justement des thermes, des bains, en tout cas des bains, et etc. etc. Et comme ça chaque bâtiment se construisait les uns après les autres, mais c'est assez fou à quelle vitesse, hein. Je ne sais pas combien ils étaient à chaque fois, je me renseignerai aussi un peu dans le futur pour essayer de comprendre quand ils arrivaient pour créer une colonie, de combien ils partaient. Est-ce qu'ils faisaient, les 2 premières générations, elles étaient sacrifiées à faire des gosses au maximum pour peupler la région? Je ne sais pas comment ça se passait, hein, mais vraiment, quand on voit la taille d'une pierre, hein, vous voyez, on les voit aussi. Là, c'est des pierres de temple, donc c'est différent. C'est pas des pierres de muraille, mais bon, elles sont tout aussi volumineuses. On se demande, et quand on voit en peu de temps, en si peu de temps, ils ont réussi à en construire autant, on se dit qu'il devait être légion quand même. Voilà, donc je vais quand même petit à petit, plus on va de toute façon, plus on va se rapprocher de la Grèce, plus on va évoluer dans nos connaissances également. Mais c'est vrai que je me demande à combien ils étaient déjà de Grecs, hein, même si vous avez compris aujourd'hui que c'était pas des Grecs. Et puis justement quand à Eubée là justement, où les Chalcidiens, à Chalcide, tout ça, quand ils envoyaient leurs troupes pour faire une nouvelle colonie avec la Pythie de Delphes, avec justement le chef d'escadre, etc. Combien ils étaient, quoi, tout simplement, à partir de combien ils étaient. Voilà, écoutez, il me faut encore quelques questions en suspens quand même, c'est assez intéressant. Et puis bon, comme je vous l'ai dit ici, à l'intérieur, ils ont retrouvé des colonnes de temples doriques, ce qui laisse sous-entendre qu'il y avait carrément des temples doriques plus proches de l'ancienne côte qui était 300 mètres plus loin. Et donc, juste en face de nous, il y avait aussi des temples, quoi. Donc celui-là, c'était celui de Zeus, il était un petit peu surplombant par rapport aux autres, vous voyez. C'est toujours pareil. C'est rare que que les sanctuaires de Zeus soient tout en bas, il n'y a que à Athènes où c'est comme ça. Sinon, la plupart du temps, ils sont quand même assez haut perchés. Voilà, bon, je vous embrasse. J'espère que cette balade vous a plu. Je ne sais pas si je la découperai ou comment je ferai, etc. En tout cas, voilà ce que l'on a pu voir ensemble. Je vous invite quand même à venir voir si ça vous intéresse. Moi, peut-être que quand je reviendrai, les travaux seront finis et qu'il y aura possibilité de visiter.
Voilà. En plus, je sais pas si ils vont mettre des barrières ou quoi, mais si on peut aller à l'intérieur, ça peut être sympa quand même, parce que là, au moins si on peut slalomer entre les cailloux, là, ça peut être très appréciable. Voilà, bon, c'est bien dommage qu'ils nous ont encore une fois de plus fermé leurs portes. La première fois, c'était de ma faute. La deuxième fois, bon, bah, tant pis. La deuxième fois, tant pis. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. J'essaie de réfléchir à qu'est-ce que je dois vous dire avant de quitter. Mais je pense qu'on a fait le tour. Et voilà, je sais pas trop quand sera la prochaine vidéo et où elle nous mènera. En tout cas, j'ai hâte de vous partager la suite de l'aventure. Voilà, à bientôt tout le monde. Bye bye. Moi, j'ai profité de ces lieux avant de rentrer au bateau. Ciao, ciao. À bientôt.